Voilà, 5 fruits et légumes par jour, danser, bouger, c'est voilà, c'est ça la mentalité du street show. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Caroline Pilastre. Elle est chroniqueuse télé malvoyante. Elle va nous expliquer comment ça se passe pour elle. On a beaucoup de choses à dire avec Caroline et puis 3 streeters. Alors, c'est pas forcément les meilleurs qui sont là aujourd'hui. Dis donc. Tu sais quoi, on va se casser. Allez, venez, on y va. Venez, on y va. Allez, on se casse. Allez, vraiment. Oui, voilà, Fabienne et Marie n'ont pas pu être là, du coup, voilà, on a Luc. À chaque fois, j'avais envie d'une punchline. Mais c'est bien de commencer par une petite punchline. Oui, c'est sympa. Ça nous donne le motive ton pour de l'émission. l'émission. Dans un instant, Caroline Pilastre. Alors, c'est intéressant, hein, donc notre invitée est intéressante aujourd'hui. Je dis pas que les autres ne le sont pas, mais on a une invitée malvoyante. Donc, qui a été malvoyante à partir de 14 ans, Lucas, si je ne m'abuse. Ouais, 13 ans et demi, il me semble. 13 ans et demi, donc c'est quelque chose, c'est une vie spéciale, parce que tu as vu pendant 13 ans et demi. Oui, c'est ça. En tout cas, ça l'empêche pas d'être à la télé. Donc, dans plein d'émissions, on va en parler avec elle. Oui. Mais avant ça, c'est le start game. Oui, le start game, c'est un jeu où les gens jouent, les jeux gens. Voilà. Les jeux gens. Les gens jouent, Jean-Jean, voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser, on n'a même pas dit de quoi vous allez parler aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais commencer. Donc, moi, aujourd'hui, chers téléspectateurs, parce que je vous aime et je pense à vous, je vais vous parler des centres-villes uniquement piétons. Est-ce que vous êtes pour ou contre enlever les voitures dans les centres-villes et je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Dans un instant, quelques news et quelques news. Oui, on va parler des toilettes publiques à Paris. Vous allez voir, ça va être rigolo. Ça va sentir bon. Voilà, ça va sentir très bon. Et on va parler d'un centre d'art flottant aussi qui arrive bientôt. À Paris, toujours. Merci. Ok. Eugénie, ton humeur. Aujourd'hui, je suis d'humeur noctambule. Je vous expliquerai. Ah, t'es une fille de la night. Je suis une fille de la night. C'est la night. Qui ça ça se voit, t'as fait quoi cette nuit là pour être complètement tout chiffonné là? Du sang. Oh la vache. Et il sait parler aux femmes, hein, cet homme. Hein. Moi, je me serais pas permis. Et ouais. C'est horrible ce que Ouais, tu dis. C'est le coup du pyjama. Pour la femme. Mais qui es-tu en fait? C'est le coup du pyjama qui me renvoie. J'avoue que j'ai presque envie de te mettre -1. Ah ouais? Je n'ai pas apprécié ce que t'as dit. Et je le mets là. Elle est sur mon pyjama. Il démarre avec -1. C'est faire, c'est faire. Bon, allez. Elle a le droit de te dire ce que tu veux, mais allez, 3 questions, ça va aller vite. Vous savez que vous connaissez l'émission Danse avec les stars, hein, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Ah oui. Qui a gagné? Enfin, c'est Billy Crawford d'ailleurs qui a gagné, hein, Danse avec les stars. Bah merci pour la Et là, voilà, je me dis, j'ai gaffé. Non, pas du tout, c'était pas ça ma question. Alors arrêtez de faire les malins. Qui n'a pas gagné? Ça, qui sait? Et toi, je vais te mettre un -2. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Parce que tu me méprises, tu remets en question mon travail. Et c'est bon, bref. Qui a gagné avec Billy Crawford dans Danse avec les stars, en gros? Quelle est la danseuse qui a gagné? Impossible. Chloé. Non. Péchala, non? Je sais pas. Christophe Licata. Non, c'est une danseuse. Oui, mais c'était une vanne, mais il comprend pas les vannes non plus. Elle est pas mal. Allez, 1 point parce que la vanne est bonne. Non, mais c'est une blague. Oui, parce que la vanne est bonne. Non, mais ça part enfin. J'ai envie de favoritisme. Faut arrêter ce favoritisme parce que t'as. Non, c'est la plus connue des danseuses, vous savez, vous les. Ouais, Fauvoto. Regardez pas la télé, vous. Sur les portables, il n'y a pas ça. Sur TikTok, il n'y a pas du. Non. Oui, c'est fauve. Bah j'ai eu le point. Bon, ça fait 1 point. Bon, allez, on va être plus sérieux, on va lui mettre 1 point. 1 point pour moi. Quel genre de football l'Espagnol a pris sa retraite récemment? Le foot en salle. Un joueur de football. Un genre de football. Le truc d'influenceur, là, Ronaldo, là. Ronaldo, il est portugais. Ah oui, merde. Un Espagnol. Ouais. Il jouait dans quel club? T'as dit quoi? Je sais pas. Genre ça va me mentir. Allez, l'indice. Waka waka, Shakira. Oui, c'est Shakira, mais Shakira, c'est quoi la particularité de Shakira? Elle chante. Quoi? Biquin. Alors vous savez, même moi qui suis plus loin que toi, j'entends ce qu'il est en train de dire. Piqué. Je donne la réponse à Eugénie qui l'a dit en premier. Je te l'ai piqué. Il nous a fait mal. Non, je la donne pas. Vous avez pas, donc rappelle-moi ton prénom. C'est Raphaël qui est donc. Oui, c'est Raphaël et Chloé qui sont juste à là. côté. On peut pas les présenter, mais ils nous ont soufflé la réponse. Bah ouais, mais vous avez pas été capable donc de. Alors pourquoi? Donc c'est Gérald Piqué. Raphaël, non, son prénom. Bon, par contre, Eugénie, tu sais, on fait de la télé. Ouais, je suis à l'ouest. Donc Gérald Piqué. Oui, qui vient de prendre sa retraite. Et pourquoi? Mais pourquoi Shakira? Pourquoi Shakira? Parce que c'est sa femme. C'est la femme de. Ah ouais. Ah oui, bah oui, je suis. Shakira, elle est pas en prison. Elle était pas en prison. Ah bon? Elle a fait quoi? Oui, mais là, c'était pas la question. C'est quel est le joueur de foot qui a. Oui, non, mais je. Oui, non. Je dis ça comme ça. Voilà. Et puis, allez, dernière. Donc, ça fait qui a eu la réponse? Du coup, c'est toi. Oui. Ça fait 2 heures qu'on fait le start game. Normalement, c'est 30 secondes. Bravo. Et qui chante Respire encore en 2021? Ah, Clara Luciani.
Joli. Oh, Ça bravo. bouge, faut que ça transpire encore. Et ben, on prend chacun, du coup, il n'y a pas de gagnant du Et Star ouais. Game. Vous avez... Non, parce qu'elle a eu 2 points. Non, non, T'en as j'en ai pas, eu toi? T'as 1 point, toi? Oui, on a un point chacun là. Non, Sauf c'est que moi, je suis parti avec -2. Hein. Ah ouais. Je vais reposer une question. Vous savez quoi? Je vais reposer la question pendant l'émission. Une autre D'accord. nouvelle question, je sais pas. Là. Ah, brûle pour point comme ça. Comme ça, et voilà, il faudra répondre au tac au D'accord. tac. Bon, Attention, c'est parti. La question arrivera pendant l'émission. Mais en attendant, on a qu'un autre invité, Caroline Pilastre. Chroniqueuse radio et télé, c'est dans l'émission Les Grandes Gueules de RMC que le grand public découvre Caroline Pilastre. Entre interviews de personnalités politiques, cinéma et même musique, elle s'impose comme chroniqueuse incontournable du programme pendant plus de 2 ans. Elle poursuit ensuite sa carrière dans de nombreux autres programmes, notamment sur CNews et Sud Radio. Déficiente visuelle depuis l'âge de 13 ans, due à une pathologie rétinienne, elle a su surmonter ses épreuves et avancer dans le monde des médias. J'ai eu une bonne vision jusqu'à l'âge de 13 ans. Mes parents étaient porteurs sains de la maladie, sans le savoir. Et au fur et à mesure du temps, la vision s'est baissée. Le monde qui s'écroule. Incroyable. J'ai rencontré le plus grand joueur du monde. C'est un grand moment. C'est à force de persévérance, de détermination et de travail qu'elle parvient aujourd'hui à faire entendre sa voix et à atteindre ses objectifs. Elle est aujourd'hui sur le plateau du Street Show pour nous en parler. Bonjour Caroline Pilastre. Bonjour à vous tous. Oh là là, quel accueil, merci, c'est flatteur. On disait, toi, bah, J'ai bien fait de venir. Hein. Ah bah, t'habitais au plateau télé, au plateau radio, toi. Tu sais, Oui, depuis près de 6 ans, effectivement. T'es arrivé comment dans le domaine médiatique? Tu faisais quoi avant? Eh bien, écoute, alors j'y suis arrivée, pour reprendre un peu la genèse, via un casting national que j'ai gagné au GG d'RMC, aux Grandes Gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Exactement. J'y suis restée 2 ans et demi. Ça m'a appris mon métier, cet exercice pas si simple que ça, contrairement à ce que beaucoup pensent. Très compliqué même, il faut le dire. Réaliste, exactement. Parce que donner son avis, c'est une chose, mais le faire sur tous les sujets, sachant que les séquences restent sur les réseaux sociaux, ça n'est pas évident, surtout dans une période où on est insulté, menacé de mort sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué, c'est passionnant, mais c'est très compliqué sur le plan personnel et doublement en étant une femme parce qu'on subit beaucoup de sexisme et de machisme. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui veulent être à tout prix sur les réseaux sociaux. Et toi, on a l'impression plutôt, on y est, il faut savoir qu'on va y être, donc on doit faire gaffe. Donc toi, les réseaux sociaux, je pense que tu aimes bien y être quand même, mais c'est à petite dose, visiblement. C'est pas. Alors, avec parcimonie. C'est-à-dire que moi, j'adore ce mot. Je catégorise, je suis ravie si ça te fait plaisir, je catégorise tout, c'est-à-dire que moi, je suis passionnée par le milieu journalistique, par le fait de débattre et de décrypter l'actualité. Pas de me montrer pour me montrer, si tu veux. Donner mon avis, comme les autres éditorialistes, oui. Donc, tu peux dire, évidemment, tu passes dans les médias, tu as une visibilité publique, donc tu fais partie aussi de ce système. Mais je coupe entre ma vie pro et ma vie perso. Et comme je ne viens pas du Sérail, ayant gagné ce casting national et défendant le handicap sur le plan national depuis près de 20 ans, je sais qui je suis, d'où je viens, ce que je fais lorsque il n'y a pas une caméra ou un micro braqué sur moi. Donc, si tu veux, je suis très lucide par rapport à ce milieu et la passion que j'ai auprès des équipes avec qui je travaille. Mais quand on fait ce métier, on est obligé de suivre les réseaux sociaux, on peut complètement s'y détacher. C'est très compliqué parce que du coup, c'est un peu le principe de l'attraction-répulsion. Et j'y participe aussi quelque part. Tu vois, je le décris, je le critique, mais j'y suis. Donc tu pourrais très bien me dire, si c'est aussi horrible que ça, n'y sois pas. Sauf que c'est pas si simple, on le sait. Pour avoir de la visibilité, pour communiquer... il faut les réseaux sociaux. Il faut les réseaux sociaux. En 2022, oui, il y a 20 ans, non, il y a 10 ans, même non encore. Parce que ça n'existait pas. Il y a 10 ans, non, mais il y a 10 ans, ça existait, mais on n'était pas obligé d'avoir les réseaux. Exactement. Et maintenant, en 2010, non, en 2009. Si je peux me permettre, médiatique, elle était plus dans la presse, par exemple, papier, les magazines, ou. Elle l'est toujours, hein. Oui, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un compte avec beaucoup de followers que. Des fois, les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok sont beaucoup plus puissants en visibilité que la presse, j'ai envie de dire. Justement, ce qu'on dit sur toi aujourd'hui, les commentaires négatifs, aujourd'hui, ça te fait quoi? Ça t'apaise, tu t'en fiches? Comment tu réagis face à ça? Alors, si tu veux, il y a vraiment 2 versants, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec des gens qui sont super sympas et moi je suis toujours partie du postulat que lorsque j'étais dans des émissions de débat d'actualité, c'était tout à fait normal d'avoir des contradicteurs sur les réseaux sociaux puisque je me permets de donner mon avis sur tous les sujets, donc c'est complètement légitime qu'on soit en accord ou en désaccord avec moi. Je discute avec tout le monde à partir du moment où je ne me fais pas agresser, insulter, menacer. Moi, tu vois, c'est le b.a.-ba. Genre, on te dit, mais ferme-la, c'est bon, allez, stop, on va passer à une
chronique d'Eugénie maintenant, parce que c'est chiant là, depuis tout à l'heure. Voilà. Mon rapport, il a évidemment évolué. Au début, je ne comprenais pas en fait pourquoi autant de haine, autant d'insultes. Ouais. Au même titre que tu vois le verre à moitié vide, mais il y a plein de gens sympathiques qui te suivent, qui t'apprécient. Et parfois, c'est même trop, même quand on te reconnaît. Tu te dis, mais attends, en fait, je ne fais que passer à la télé ou à la radio. Et en fin de compte, il y a pas de distance pour certains qui t'arrêtent et qui te regardent comme si tu étais une grande star hollywoodienne. Donc ça aussi, c'est perturbant. Mais évidemment, c'est le côté très sympathique, il faut le reconnaître. Après, vraiment, maintenant, je coupe. C'est-à-dire qu'avant, je répondais aux haters de manière très polie, ironique, sarcastique. Maintenant, j'ai compris qu'avec certains, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, c'est une surenchère permanente. Oui, ils ne t'aiment pas, mais ils t'écoutent, ils te regardent. Pour moi, c'est névrotique. Donc maintenant, soit je bloque, soit je laisse passer. Et en plus, vous allez en parler par la suite, mais étant handicapé visuel, je fonctionne avec des synthèses vocales. Donc j'étais chez moi, je pouvais me trouver dans ma cuisine, dans ma salle de bain, j'entendais des insultes. Et en plus des insultes sur le handicap. Donc, si tu veux, ça, c'est terrible. J'ai été très insultée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de Twitter, beaucoup de personnalités n'y vont plus, justement, sur tes messages. Et justement, on y vient, transition toute faite. Donc, toi, tu es déficiente visuelle depuis l'âge de 13 ans. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à tes 13 ans, tu as vu. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est une maladie génétique, c'est ça qui vient du jour au lendemain, tu ne vois plus. Là, aujourd'hui, tu aperçois, en fait, ça, tu le distingues. J'aperçois les formes et les couleurs. Si je devais banaliser. En fait, j'ai une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Stargardt, une pathologie rétinienne qui est arrivée du jour au lendemain à l'adolescence. La vue a baissé au fur et à mesure du temps. Et en fait, quand ça a été diagnostiqué, je n'avais plus, alors ça va être le langage médical, mais qu'un 20e d'acuité visuelle. Pour faire simple, la vision centrale est morte. J'aperçois uniquement en périphérie que des petits points noirs et blancs, confondus avec les formes et les couleurs. Donc je ne vois pas, j'aperçois, et j'ai les sens forcément très développés. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis c'est vrai que quand on te voit, forcément, quand on te regarde comme ça se voit pas forcément. J'ai un handicap invisible. Parce que c'est ça, parce qu'il y a des gens, honnêtement, il y a des malvoyants, on le sait direct, on les voit, on voit direct que malheureusement, ils ne voient plus. Toi, on le sait, donc moi c'est différent. Maintenant, on fait plus gaffe, mais si on ne le sait pas, forcément, on ne le sait pas. C'est pas flag, toi. Comme tu dis, un handicap invisible. Donc les sens plus développés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les sens plus développés, ça m'intéresse. T'as l'ouïe développé davantage, l'odorat. C'est ce que tu sens Sylvain douter, en fait, du coup. On s'en fait tous bon, pas de polémique, pas de bad buzz dans cette émission. Non, mais j'ai les sens, forcément, tu compenses. Donc, ils sont très développés et j'ai l'habitude de dire en plaisantant que j'ai l'odorat et l'ouïe d'un chien. Effectivement. Alors maintenant, il faut que je change de terme parce que jusqu'à présent, je disais, et c'est malvenu évidemment avec ce qui se passe malheureusement pour les Ukrainiens, mais que j'étais l'oreille de Moscou. Effectivement. Parce que je ne vois ça pas, peut faire peur. Mais j'entends. Et pour répondre à ta question, il faut quand même rappeler que nous sommes 9 millions de personnes en situation de handicap invisibles en France sur 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc on est la majorité à avoir un grave handicap invisible. Et dans mon cas, nous sommes 2 millions de malvoyants et d'aveugles. Et le problème avec mon handicap, c'est que les gens font l'amalgame. Quand je dis que je suis malvoyante, les gens pensent que je vois mal ou que c'est une blague. Alors que non, en fait, j'ai juste un restant visuel très faible, mais je ne vois pas et je suis plus du côté de la cécité que de la bienvoyance. C'est quoi un handicap invisible pour les gens qui ne savent pas? Comment tu décrirais un handicap invisible? Parce que moi, personnellement, on en a parlé en off tout à l'heure, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est qu'on ne voit pas, qu'on ne le voit pas, le handicap, en gros. Si je comprends bien, c'est ça? C'est ça. C'est que ça peut être monsieur tout le monde et tu ne peux pas savoir s'il a la sclérose en plaques. Je vous donne un exemple. Grégory Lemarchal était atteint de la mucoviscidose. Bien sûr. De prime abord, si on ne l'avait pas su. Invisible. Vous avez... oui, mais là, c'est une question des souffles. Enfin, il avait des problèmes de souffle. Si tu le croises dans la rue, tu ne sais pas. Tu ne vois pas. Les gens qui sont greffés, qui sont amputés, qui ont le cancer, le sida, les personnes qui ont le syndrome autistique, tu ne le vois pas toujours. Et dans une même maladie ou pathologie ou symptôme, tu peux avoir plein de pathologies. Donc, si tu veux, tu peux pas non plus faire un lien direct. Moi, je suis très malvoyante, contrairement à ce que les gens pensent. Et j'ai compensé en, par exemple, vous regardant au niveau de la bouche. Pour moi, je vous regarde dans les yeux. Mais tout ça, c'est de l'ordre de l'inné et de l'acquis. Tout s'apprend. En fait, je ne laisse rien au hasard au quotidien. Et c'est ça qui est très fatigant. Et quand tu as un handicap invisible, la difficulté supplémentaire, je dis pas qu'avoir un handicap visible, c'est facile. Hein. Bien au contraire, c'est au même niveau. Mais c'est que tu passes ton temps à te justifier d'exister. Et c'est aussi difficile psychologiquement et physiquement que la maladie. Moi, toute ma vie,
j'ai entendu « Oh, mais tes parents ne peuvent pas t'acheter des lunettes. Oh, mais quelle insolence !» Elle prend la place de personnes âgées. Ça doit être dur quand même. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. D'une violence. Et en fait, c'est beaucoup d'ignorance, de méconnaissance. Et du coup, quand tu n'as pas un fort caractère ou un entourage qui fait qu'on t'apporte de la force, tu t'isoles. Et tu te fais marcher dessus. Et voilà. Et donc, c'est une double peine. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des warriors, comme j'ai l'habitude de dire. On n'est pas des bisounours non plus. On est tous avec nos éducations, nos parcours de vie, mais on existe. Et c'est très compliqué encore pour avoir une citoyenneté en tant qu'handicapé en France. Est-ce que par hasard, la nouvelle technologie avec l'évolution de la médecine, est-ce que tu penses qu'il pourrait peut-être y avoir une évolution dans le futur au niveau de ta vue ou pas du tout? Parce que moi, j'avais entendu dire il y a quelques années que les gens qui étaient complètement aveugles à 100% pourraient retrouver un petit peu de la vision. Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais récupérer un petit peu la vue? Alors, je l'espère. Vraiment, c'est l'espoir de ma vie. Les chercheurs sont très forts en France au niveau de tout ce qui est ophtalmologie. Dans mon cas, ce qui pourrait me sauver la vue... La vie, j'allais faire de la vue. La vie et la vue. C'est un implant rétinien. Ça peut être un titre de bouquin, ça. Ce qui m'a sauvé la vue. Voilà. Qui en est au stade expérimental ou une thérapie génique ou cellulaire. Et en fin de compte, c'est très long. Et comme le nerf de la guerre, c'est l'argent. La Covid a vraiment repoussé aussi la recherche mondiale. C'est compliqué, je l'espère. Je ne vis plus avec cet espoir parce que, pour tout te dire, comme je suis quelqu'un qui avance vraiment en toute transparence, c'est trop compliqué au quotidien en fait, de me dire un jour je pourrais recouvrer un peu la vue. Je sais ce que j'ai perdu. Je vis avec, un jour chasse l'autre. J'espère plus vraiment, tout en ayant envie de ça, parce que ça serait vraiment le miracle de ma vie, de ma vue. Mais avec les années, j'ai appris à appréhender ma maladie, à l'accepter parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça. En fait, c'est ma vie, c'est mon destin. Et c'est tout un parcours, mais comme la majorité d'entre nous, voilà, chacun son poids dans la vie, son fardeau. Moi, la chance que j'ai, je l'ai toujours dit, en dehors du côté professionnel qui m'aide aussi psychologiquement, c'est un exutoire. Je suis aux Vraies Voix de Sud Radio depuis près de 4 ans. J'ai entamé ma 2e saison sur CNews. Et on me... Et t'es plus sur RMC aujourd'hui, du coup, les grandes gueules, c'est terminé. Depuis 4 ans des GG. Je suis la seule en France à faire ce que je fais. Et comment s'est passée ton intégration justement dans les médias quand tu es arrivée en tant que... Est-ce que c'est plus difficile que quelqu'un d'autre, Parce que surtout que c'est en plus où tu donnes ton avis, t'arrives c'est un truc punchline et tout quand même. Donc, Exactement. Alors, comment te dire? Moi, je n'ai jamais ressenti de discrimination, de stigmatisation. Je suis toujours tombée avec des équipes qui étaient normales, j'ai envie de dire, bienveillantes. Et si ça n'avait pas été le cas, si j'avais été l'handicapée de service, je l'aurais ressenti très vite et je serais partie. Ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à ma hauteur, en n'en faisant pas trop non plus. J'ai expliqué mes problématiques. Évidemment que les éclairages, c'est très compliqué pour moi. Ça me demande beaucoup d'efforts et en fait, je mémorise tout. Donc, contrairement à mes autres collègues éditorialistes, je ne peux pas prendre de notes en plateau. Je ne peux pas relire, en fait, mon téléphone. Toi, tu lis en braille, hein, c'est ça? Non, même pas. Je lis les gros caractères où je fonctionne avec des synthèses vocales. Et en fait, il n'y a que 3% de braillistes en France pour les personnes malvoyantes et aveugles. Donc, c'est très peu de personnes qui lisent le braille. Et donc, si tu veux, ça demande beaucoup plus d'efforts et d'énergie, mais ça, je le sais. Pour en revenir donc aux équipes, honnêtement, ce que j'ai apprécié, c'est ma plus grande sensibilisation. Vraiment. C'est que je suis considérée comme une chroniqueuse à part entière. Et moi, j'ai accès à tous les politiques. J'ai rencontré une partie des artistes. Et beaucoup ne savent pas en plateau ce que j'ai. Vont se renseigner après sur mes réseaux sociaux. Parce que, voilà, je fais mon travail. On m'apprécie, on m'apprécie pas. C'est la vie, mais je suis là au même titre que les autres. Et pour moi, si tu veux, c'est ma grande force. Si demain, tout devait s'arrêter, ça ne serait pas la notoriété. Parce que c'est éphémère. Je ne sais pas si j'y resterai des années. C'est très aléatoire, vous le savez. C'est une passion. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi à faire, ne serait-ce que pour moi, à mon petit niveau, c'est de montrer qu'avec un grave handicap invisible de prime abord, on pouvait être considéré
comme une personne valide. Et ça, c'est ma plus grande force, si tu veux, dans les médias, en dehors de mon travail et du fait que ce soit mon mais voilà, tu peux te faire clasher dans les émissions, mais rien à voir avec... ah non. Tu te fais clasher à part entière comme tout le monde, en fait. Quoi. Non, et puis moi, je partirai jamais du postulat qu'on est en désaccord avec moi parce que je suis une personne handicapée. Mais quelle horreur! Si tu veux, moi, je prône l'inclusion. Et pour moi, l'inclusion, c'est d'être traité de la même manière que les autres. Donc, si on est en désaccord avec moi, c'est pas parce que je suis une femme ou handicapée. Si, par exemple, un jour, je devais tomber, mais ça n'est jamais arrivé, les gens, en règle générale, sont quand même normalement constitués, me dire « Ah ben vous comprenez rien parce que vous êtes handicapé », là, t'inquiète pas, qu'ils auront affaire à moi et que je saurai comment réagir. Mais j'ai envie de te dire, tout le monde a une différence, a une particularité dans la vie. Ah, c'est sûr, bien sûr. C'est ça. Oui, on remarque, là, rien qu'ici, on n'a pas la même couleur de veste avec Lucas. Pourtant, vous êtes très beau et vous entendez bien. Oui. Ah, pas du tout. Ah non, mais on se déteste. On se déteste. Pas du tout. C'est le monde de la télé, le monde de Focus. C'est fake news. Juste avant ce concours des grandes gueules, tu faisais quoi? Est-ce que tu faisais un métier en lien avec la vue? Tu faisais quoi avant? Alors, j'ai un parcours, pour faire court, très assuré. C'est-à-dire que quand la maladie a été diagnostiquée, j'étais dans des centres spécialisés. Mon beau-père a été muté à Montpellier. Je suis retournée dans des écoles classiques, mais pour une photocopie, on a grandi. À l'arrivée, personne ne voulait me prendre. Et j'ai déjà entendu un professeur me dire « on ne va pas s'occuper de la pauvre handicapée ». C'est une réalité. Ouais. Mais c'est grave de dire ça quand même. C'est grave, c'est très blessant, surtout quand tu as 16 ans. Et que tu es en pleine construction, évidemment. Donc, j'ai eu mon bac via le CNED à 17 ans. Et ensuite, j'ai toujours voulu rentrer dans le milieu journalistique ou faire Sciences Po. Malheureusement, je passais d'établissements spécialisés où on avait le même parcours que vous, mais où on était entre 8 et 15 en classe, à 30, 50 personnes. Donc, si tu veux, sur le plan physique, c'était impossible de suivre avec la maladie. Parce que ce que vous faites en 30 secondes visuellement ou à l'écrit, moi, je mets 2 minutes. Donc, si tu veux, je ne serais pas handicapée si je pouvais aller aussi vite que vous. C'est une réalité. La problématique, elle est bien présente au quotidien. Donc, sachant qu'il n'y avait aucune intégration, on ne parlait pas d'inclusion à l'époque, j'ai dû me résoudre à ne pas faire ce que je voulais faire, pas parce que j'en étais pas capable intellectuellement ou mentalement, mais parce que physiquement, c'était impossible d'être parmi 50 personnes, déjà ne serait-ce que pour me repérer. C'était trop d'efforts physiquement et médicalement parlant. Ce qui fait qu'en revenant en région parisienne, j'ai fait quelques stages dans des médias, mais où je n'ai jamais été embauchée. Et je suis partie très rapidement sur le militantisme handicap visuel. De fil en aiguille, je me suis constitué un réseau et j'ai commencé à faire des tests pour tout ce qui a trait à l'accessibilité, la mobilité. Ce sont mes chevaux. C'est ça, aujourd'hui, tu es consultante pour l'accessibilité. Oui. Et en fait, quand je ne suis pas dans les médias, je défends le handicap sur le plan national et politique. Et si tu veux, c'est devenu un leitmotiv. C'est devenu aussi un sens dans ma vie. Et quand le casting des Grandes Gueules s'est présenté autour de moi, tout le monde m'a dit, mais tante, il n'y a pas un profil comme toi en France. Ils ouvrent à la société civile ce casting. Tu ne viens pas du sérail. On va juste rappeler les Grandes Gueules, ce que c'est des gens un peu anonymes, entre guillemets, qui vont participer à un débat avec Olivier Marchal et... non. Seulement des gens anonymes. Alain Marchal, Olivier Truchot. Non, c'est pas grave. Et c'est des gens, non pas anonymes, mais pas que. Enfin, tu disais, pardon. Il y a des personnalités. Il y a des personnalités et des personnes, oui, mais des personnes moins connues. Exactement. Et on va donner des devenus connus. Et qui deviennent connus, mais à la base, grâce à l'émission. Ouais, mais à la base, qu'ils ne le sont pas, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Et après, vous devez débattre sur tous les sujets d'actualité, de société, de politique, du coup. Exactement. Aussi, ouais. Donc là, donner ton avis politique, c'est-à-dire que c'est pas en mode. C'est ce que tu expliquais, c'est quand même compliqué parce que devant la France entière, tu donnes quand même ton avis politique. On sait que la politique en France, moi par exemple, j'aborde pas ce sujet parce que je sais pas le gérer, mais c'est quand même les gens te regardent d'un autre sens du coup parce que s'ils sont pas d'accord avec toi, en fait, voilà, vulgairement. Ouais. Les gens qui sont d'accord avec toi, ils vont t'aimer. Et puis les gens qui sont... Et là, ils vont t'insulter. Tu peux pas faire l'unanimité. Mais d'un autre côté... Mais en même temps, c'est bien aussi de prendre... Bien sûr. Voilà, tu acceptes le fait que des gens soient pas d'accord avec toi. Mais de toute manière, j'ai envie de te dire, c'est le principe de l'émission. En l'occurrence, pour en revenir aux Grandes Gueules, ça s'appelle les Grandes Gueules. Donc, si tu es effacé, voilà, ou que tu n'as pas de personnalité, ou que ça va dans le même sens... Ça sert à rien d'aller dans les Grandes Gueules. Tout à fait. Puis, il faut faire une émission. Donc, il faut aussi que ce soit vivant, que ce soit énergique. Sinon, tu restes chez toi et tu parles à ton miroir. Non, mais concrètement parlant. Donc, si tu veux, je savais qu'en faisant une émission comme ça, j'en étais auditrice précédemment. C'est pour ça que j'ai fait le casting. Et autour de moi, tout le monde m'a dit, tu pourras apporter une valeur ajoutée, fais-le. Mais moi, évidemment, je ne me suis pas dit, je vais gagner ce casting, sachant qu'il y a eu 900 vidéos.
qui ont été transmises. C'est une émission à la télé et à la radio, on rappelle. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai commencé avec l'avènement à la télé sur la chaîne 23. Ouais. Je me rendais pas compte du raz-de-marée que c'était. Parce que quand tu arrives là-bas, c'est une ambiance collégiale, sympathique, amicale. Sauf que quand tu sors dans la rue et que tu es reconnu, ça peut être le bon comme le mauvais. Justement, tu n'es pas dans une émission neutre. Comme tu le disais, tu donnes ton avis, même tes voisins. Et puis derrière, les productions ne sont pas spécialement là avec toi tout le temps à te suivre si t'arrive quelque chose. Mais c'est le jeu aussi, on ne leur reproche pas. Mais en fait, le jeu, c'est très clair, c'est que tu fais ton taf quand tu es au micro et ensuite tu reprends ta vie, quelle que soit ta vie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a excuse-moi, est-ce qu'il y a certains sujets où tu t'es dit non, ça je veux pas aller dessus, je veux pas donner mon avis parce que justement j'ai peur des représailles? Oui. C'est-à-dire que les... Bonne question. Très bonne question. Bravo, Madame la chroniqueuse. Eugénie. Eugénie, voilà. Je ne suis pas prête d'être à cette place parce que je suis à la vôtre habituellement, tu vois, parfois. Quel sujet, par exemple, on t'a refusé de donner ton avis? Non, je donne mon avis sur tout. Ça fait partie du jeu. Tu peux pas rester... trop soft non plus, mais j'ai été très modérée les premiers mois parce qu'en plus, ayant un pied en politique en tant que militante et sympathisante, je ne voulais pas heurter. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un de très loyal et une personne entière, je me disais, je ne peux pas me permettre de balancer chez les gens chez qui je suis à l'antenne pour... globalement faire du buzz et ensuite retrouver ces gens dans ma vraie vie quand il n'y a pas de caméra. Ça me paraissait antinomique. Donc au début, je faisais un grand écart qui était très compliqué. Je donnais mon avis mais qui n'était pas vraiment. Donc je faisais un peu de la politique politicienne. J'ai appris au fur et à mesure l'exercice. Il y a des sujets qui sont touchy. Évidemment, quand tu vas parler des personnalités, quand tu vas parler, par exemple, des migrants, quand tu vas parler du terrorisme, c'est très compliqué. Et puis on sait que la période fait qu'une fois de plus, tu peux être menacé de mort. C'est sensible, en fait. C'est des sujets qui sont très sensibles. Mais justement, mais un journaliste, on sait, va sur le terrain et va donner un avis, va faire un article. Oui. Donc on sait que c'est aussi mais métier il peut rester neutre aussi. Il n'est pas obligé de donner son avis. Théoriquement, un journaliste doit rester neutre. Mais un éditorialiste, non. C'est ça la différence. Et un animateur, non. Exactement. Chroniqueur, non. Tu peux donner ton avis. Ça t'est déjà arrivé de changer d'avis aussi sur, par exemple, d'avoir eu un gros débat avec quelqu'un et te dire au final, peut-être même des semaines ou des mois après, non, peut-être que c'est moi qui avais tort sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle est parfaite, cette chroniqueuse. Elle est parfaite. Je t'ai taxé tout à l'heure, maintenant je te fais un compliment. Non, toi aussi, t'as changé d'avis, tu vois. Mais là, il y a de l'intérêt. En début d'émission. Je sais pas s'il a changé d'avis, c'est qu'il voit qu'il est dans la sauce et tout, donc il essaie de se rattraper. Ou alors il se rapproche des bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Par intérêt. L'opportunisme, comme dirait Jacques Dutronc. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tous des idées préconçues. Oui, évidemment, moi la première, je suis pas parfaite. Et oui, quand tu entends l'avis opposé, parfois ça te fait réfléchir. Tu te dis, écoute, je l'avais pas pris sous cet angle-là. Évidemment, moi, je peux être tranchée sur certains aspects. Parfois, non. Moi, en fait, on me connaît parce que je suis nuancée. Je suis tranchée sur des sujets bien précis, évidemment. C'est ce que je suis. Mais il y a d'autres sujets où... Parfois, je me dis, il ne faut pas être manichéen. Je n'ai pas la science infuse et la vérité absolue. Donc moi, je donne mon avis. Mais mon avis n'est pas celui du voisin. Et ce n'est pas pour ça que le voisin a tort. Quand on reste dans un cadre de l'égalité, bien évidemment. Bien sûr. Mais oui, ça te fait prendre conscience, en fait, qu'une fois de plus, tu ne détiens pas la vérité absolue. Et ça, c'est intéressant d'entendre même... en termes de parcours, parce que par exemple, alors pas aux vraies voix de Sud Radio, ni sur CNews maintenant, parce que l'exercice, j'y suis aguerrie maintenant, mais aux grandes gueules, par exemple, on était tous différents. On provenait d'univers, d'environnement professionnel ou personnel, ou en termes d'éducation aussi, très différents. Et en fait, il y avait très peu de chances pour la plupart de ces personnes que je les rencontre dans ma vie. Et ça, tu vois, ça t'ouvre aussi exactement sur les autres. En fin de compte, ça t'enrichit quelque part. Le bon comme le mauvais. Tu peux pas apprécier tout le monde une fois de plus. Bien sûr. Mais ça fait partie de l'exercice. Et comment est, juste dernière question par rapport à ça, comment s'est passée la passerelle chez Sonia Mabrouk sur CNews ? Parce qu'on sait après les orientations de Sonia Mabrouk qui s'en cachent pas. Donc est-ce que c'est par rapport à des gens un peu comme elle ou des gens Alors moi, je m'en suis jamais cachée, puisqu'en plus, je viens des LR. Je suis une centriste de droite. Je suis soft sur le sociétal et dure sur le régalien. Donc de toute façon, tu n'avais pas besoin de me le dire, je le savais. Enfin, c'est obligé. C'est avec Sonia Mabrouk on a compris, on s'est dit. Ça fait ma deuxième saison, pratiquement, maintenant sur CNews. J'ai été pratiquement sur toutes les cases. Et en fait, comment ça s'est fait ?
Je suis aux Vraies Voix de Sud Radio depuis près de 4 ans et en fin de compte, un jour, la prog de CNews m'a contacté tout naturellement pour me demander de faire une émission. Et ils m'ont testé, vous savez comment ça se passe. Quelques mois après, ils sont revenus vers moi et je suis rentrée comme récurrente par la suite et j'ai fait vraiment toutes les cases. Et quant à Sonia Mabrouk, eh bien, c'est cette année qu'on m'a proposé de collaborer en tant qu'éditorialiste auprès d'elle. Et pour moi, sans flagornerie, parce que c'est pas mon genre, mais c'était le Graal. C'est-à-dire que j'ai une admiration pour cette femme, journalistiquement parlant, en termes de courage. Et du coup, je suis devenue récurrente et j'y vais en moyenne 1 à 2 fois par semaine. Et pour moi, en plus de ça, comme j'ai animé modestement une émission sur une chaîne de télé-web l'année dernière qui s'appelle PDA TV, une émission dédiée au handicap, donc là j'étais comme un poisson dans l'eau, je n'avais jamais fait d'animation, donc on m'a fait confiance pour faire de l'animation, qui est un autre exercice que celui de chroniqueur et d'éditorialiste, et de voir des grands noms comme Sonia Mabrouk à l'antenne, pour moi c'est toujours un exercice de style, et en fait je suis toujours dans l'apprentissage, et je sors de mon rôle d'éditorialiste parce qu'on est face à des très grandes productions, des gens mais qui, en une fraction de seconde, savent comment réagir. Et ça, c'est passionnant, si tu veux. C'est vrai que c'est une... Moi, je le dis, après, je donne mon avis là-dessus, c'est une super intervieweuse politique. Ça, y a... Ah, mais moi, je l'appréciais avant d'être dans son émission. Donc, si tu veux qu'on me l'ait proposé... que moi. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais une fois de plus, c'est la démocratie. Chacun peut d'écouter ou de regarder ce qu'il veut. Ouais. Et puis, du coup, il y a un truc qui est top aussi. C'est, je fais une transition, c'est l'humeur de génie. Oui, Allez, hop. Alors, on va voir si ta chronique est aussi mieux que tes questions. Allez, vas-y. Il me met une pression. Ne cherche pas le génie, t'as compris? Il me met une pression. Génie. Elle a dit que je suis arrivé en pyjama tout à l'heure, donc il faut bien que je me venge, excusez-moi. C'est vrai que ça commence à tacler, ça prend la confiance un peu. Ça commence à tacler. Aujourd'hui, je suis d'humeur noctambule. Non pas que je me sente comme un bus parisien qui sent l'alcool et le vomi et qui ramasse l'ali de l'humanité tous les week-ends. Quand tu parles de vomi, tu me regardes. Oui, je sais pas pourquoi. Mais bien parce que comme 9% de la population, j'aime la nuit. Et oui, nous ne sommes que 9%, c'est pas beaucoup. Qu'elle tombe à 19, 22 ou 17 heures, la nuit, c'est le meilleur moment de ma journée. Cet instant où la température retombe, où les pensées philosophiques se réveillent et où on devient tous beaucoup plus indulgents. La nuit, les alcooliques ne sont que de gros fêtards. Dit-elle en me pointant du doigt, je précise. Je vais te pointer pour tout, comme ça on sera bien. Parfait. La nuit, les moches ne sont que des gens mal éclairés. Oh le bâtard. Ouch. Et les engueulades ne sont que des prétextes à des réconciliations sur l'oreiller. Ça c'est mignon, ça. Mais elle a quand même dit les moches comme ça. Oui, bien sûr. Bref, la nuit, les problèmes s'évaporent, tel un gin tonic sur le comptoir du Macumba, ou tel un coup d'un soir une fois le lit stabilisé. La nuit, les réveils ne sonnent pas, les klaxons non plus, même le CAC 40 ferme sa gueule. Bref, on est blafard, mais on est quand même plus peinard. Et pourtant, cette vie si idyllique sur le papier ne serait pas sans conséquences, puisqu'il paraît que les couches tard, c'est une vraie info, seraient plus sujets au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Et oui. Et au syndrome du « mon Dieu regarde », c'est Régine. Régine, qui pour les plus jeunes, c'est l'ex-grande reine de la nuit parisienne, qui a quand même 93 ans. Donc visiblement, se faire péter de bouchon, ça conserve. Puisqu'on sait tous que c'était une grande consommatrice de champagne. Bien sûr. Pour ce qui est du diabète et des maladies cardiovasculaires, en effet, il paraît qu'on a tendance à manger plus gras, plus salé, plus sucré quand on vit la nuit. Ce qui est logique, puisqu'on n'a pas la chance d'entendre les slogans à la fin des pubs qui commencent par « pour votre santé, évitez de… » je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. De manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ah bon, c'était ça? Oui. Il paraîtrait aussi qu'on fait moins de sport. Alors là, je m'insurge, parce que j'ai quand même monté 3 étages à pied tout à l'heure pour aller acheter mon dîner au distributeur du Kinder Bueno. Ah oui. En plus, j'ai dû secouer la machine pour récupérer mon dû. En revanche, si quelqu'un en voulait, je suis désolée, j'ai pris les 9 derniers. Il y a un petit problème d'approvisionnement dans ce studio. C'est vrai. Pardon. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. Tout à fait. Quand on vit la nuit, on a le temps de prendre le temps de vivre, de contempler. Une lune différente chaque soir déjà. C'est pas mal, c'est énorme et tout le monde ne peut pas en dire autant. En résumé, les noctambules ont un taux de mortalité plus élevé que les couches tard, autour de 10% environ. Mais n'est-ce pas le prix à payer pour qu'ils m'entraînent au bout de la nuit ?
Qui ça? Les démons ça, de minuit. qui ça Tout à fait. Au bout de la nuit. Les démons de minuit. Crazy News, Sylvain. Oui. Ouais, on va parler de toilettes publiques dans un instant, mais là on commence, Sylvain, avec... Un centre d'art flottant. Ouais. Alors ça va arriver en mai prochain, en mai 2023. Il y aura un bateau qui sera posé sur les quais de Bercy, pardon, excusez-moi. Ça va être un bateau de 1000 mètres carrés. Vous savez comment va s'appeler cette exposition? L'île flottante. Non, quai photo. Ah. Quai photo. Ah, le En quai. fait, le but de cette exposition, ce sont des gros noms de la photo qui vont prendre eux-mêmes des photos, mais aussi des jeunes talents qui vont pouvoir exposer leurs œuvres. Comme moi, oui. regardez. Moi, j'adore me prendre en photo. Regardez, est-ce qu'on peut me prendre en photo en régie? Merci. Ça va être exposé du coup là-bas. Donc, comme ça, si vous avez envie de me voir à cette exposition, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez-y, et vous me verrez là, en chair et en os. Magnifique. Maintenant, j'ai envie de vous parler des toilettes publiques à Ah, Paris. ça sent bon. Est-ce que vous savez déjà que Paris, c'est la ville qui détient le plus grand nombre de toilettes publiques dans le monde? C'est la plus grande toilette publique du monde. Mais C'est pas faux, c'est pas faux. c'est la ville qui détient le plus grand nombre de toilettes publiques dans le monde. C'est donc ça, cette odeur sur les trottoirs. À votre avis, il y en a combien de toilettes publiques dans Paris? Bah, pas assez, Beaucoup- puisque tout le beaucoup monde pisse trop. sur les trottoirs. Bah oui, je suis bien d'accord. Les gens Comment sont ça, pas tout le monde, trop, tu pisses sur les 500? trottoirs, Eugénie? Moi, je dirais Un peu. 1000. Non, Il dit tout le monde pisse sur les... 500? Ouais. 1000. Un petit peu moins, 435 toilettes publiques dans Paris. Et comme je vous rappelle, c'est le plus grand nombre de toilettes publiques qu'il y a dans le monde. D'accord. Hein. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, ces 435 sanitaires accueillent pas moins de 15 millions de personnes par an. Donc vu l'état des chiottes, ça ne Ouais, peut pas c'est être sûr. très propre. Donc je sais pas comment les 15 millions de personnes font Et pour maintenant, un bilan. c'est plus propre qu'avant. Alors c'est pas que c'est plus propre, c'est qu'ils vont les refaire. Et les refaire pour les Jeux Olympiques qui arrivent en Ah bah, 2024. On a l'impression que Ça va être- font tout pour Ouais, les c'est Jeux ça. Olympiques. Mais oui. C'est magnifique. C'est Ça va dingue, hein. Quel Bah, Plus plaisir. attends, confortable, Ouais. ce sera plus écolo. L'urinoir sera tout simplement placé à l'arrière de la cabine. La cabine sera En décapotable. spacieuse, dotée d'un capteur au sol pour détecter un petit peu les déchets un peu bizarres. Et il y aura une fontaine à eau potable en extérieur de chaque sanitaire. Et le Faut avoir but, confiance. c'est de réduire de 2 tiers la consommation d'eau et de 1 tiers la consommation électrique. Donc on va, je pense, éteindre le studio. Hein? Non, on peut pas éteindre le studio? L'électricité, non, on connaît pas? Non? Bon, bah c'est pas grave. Il y a le chauffage à moins de 19 degrés, les cols roulés. Oui, bah là, Voilà. on y est, là, c'est bon. Col On est roulé. déjà en sobriété énergétique. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez des petites envies là en 2024, vous savez, vous pourrez fréquenter ces engins qui sont tout propres. Et je vous promets que moi, je vais y passer pour tout nettoyer. Mais il faut être rapide, hein. Ah bah, carrément. Après, il te- Ah bah, merci, en tout cas, Sylvain, on a vu. t'éjectes. D'ailleurs, juste dernière question par rapport à ça, qui va dans les toilettes publiques Ça m'est dans arrivé Paris déjà. Ça, C'est ça vrai peut Moi, m'arriver. j'ose pas. Hein. Ah, Enfin, moi, j'y vais de je temps en disais, temps, ça m'a... hein. Quand j'ai t'éjectes vraiment au bout d'un envie moment quand t'es de- trop longtemps. C'est vrai, hein. C'est très Pourquoi tu vas agréable. ça C'est vrai, On oui. s'ouvre comme D'accord. ça. Et surtout, d'ailleurs, il y a un truc, il me semble, qui te dit alors, faut pas c'était, rester. de verrouiller. Non, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais ça m'est arrivé d'avoir très, très envie de faire pipi et de me dire, oh là là, et je vois une toilette publique, je me dis, je vais. Bah, Et après, c'est quand dégueu à t'as- l'intérieur. excuse-moi, mais quand t'as envie et tu peux. Ah bah, plus te attends. tenir, Est-ce que tu mets les plein de PQ sur la queue? Non, alors, tu veux que je te dise tout? Ouais. Je ne Elle fait m'assieds ça pas. debout. Putain, ça va? Mais on a tous cette technique, non? Tu Vas-y. sais, genre Ah, je ne la connais pas, apparemment. Attends, vas-y, Bah vas-y, oui. attends, vas-y. Ça, c'est une technique de fille. hein. Allez, mais laissez-la, vas-y, tout. Non, mais quand tu fais, quand tu te En gainage. retiens, quoi, tu vois, t'es en gainage, exactement, en gainage. Voilà. Ok. Et tu préfères, pardon, aller dans les toilettes publiques que de rentrer dans un café ou un fast-food? Bah, en fait, c'est laborieux dans un café. Moi, j'ose pas aller dans. Tu vois, je suis toujours du genre à acheter un truc et quand t'as pas le temps, bon, bah, mais non. Non, mais en consommant réalité- un café, quand même, pas en grugeant. Tu, En réalité, je préfère ne pas aller dans un endroit public. tu préfères Faire à aller la maison, chez oui. toi. quoi. Exactement. C'est sûr. Bah Ah, oui, ça me fait c'est penser pas au jeu où bon. tu préfères qui sera dans un instant, justement. Mais oui, donc bonne technique, en tout cas, pour... Ouais. Aujourd'hui, je vais vous parler, êtes-vous pour ou contre les centres-villes uniquement piétons? C'est ce que d'ailleurs Anne Hidalgo, la maire de Paris, essaie de faire. Je peux donner mon depuis avis des ou pas? années. Oui, alors attends, je vais te parler d'une ville. Il est chaud. Voilà, exactement. Il y a déjà une ville qui l'a mis en place, c'est la ville de Clichy. Parce qu'à Clichy, il n'y a plus de voitures. Est-ce que Ah vous ouais êtes au courant de ça? Non, Ah pas non. du tout. Interdiction, plus de voitures. D'accord. Vous avez Clichy. Non, que pas des Place piétons. Clichy. Dans la ville Non, de pas Clichy. place Clichy, hein, c'est à Mais Clichy. il y a des VTC. Alors, des taxis. non, même Non. pas. Il y a uniquement piétons, trottinettes électriques Ah, il y a plus de et il n'y a vitesse, plus de voitures voilà, dans la ville de Clichy. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et moi, bien évidemment, je suis contre. Pourquoi? Parce que je trouve ça ridicule et hypocrite. Voilà, pour moi, c'est pas les voitures qu'il faut enlever,
Il y a beaucoup plus à faire pour l'écologie. Je ne suis pas contre l'écologie, attention, je ne dis pas ça. Je dis simplement que c'est complètement ridicule. Je veux dire, il y a des mamans qui ont des enfants, qui emmènent leur enfant à l'école tous les matins. Elles font comment, en fait, en trottinette ou à pied? Il y a des familles. Il y a également, je peux parler du handicap aussi, les malvoyants. J'en profite que tu sois sur le plateau. Aujourd'hui, quelqu'un de malvoyant, il se déplace comment? S'il n'a pas de voiture ou s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Ça peut être compliqué aussi. Voilà. Enfin, il y a plein de raisons. C'est honteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt pour. Moi, je suis contre, comme toi, en fait. Enfin, faut laisser les voitures. Toi, tu penses vive la voiture. Toi, tu penses, alors, quand tu es en hypercentre, alors Clichy, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne connais pas cette ville, mais pour ce qui est de Paris, déjà, les problématiques que tu soulèves, l'école, tu y vas à pied. Quand tu es dans le centre de Paris, tu es à 1 rue ou 2 rues de chez toi, tu as beaucoup de moyens de faire autrement. En fait, je pense que si les gens, si on n'incite pas les gens à faire différemment, ils ne feront jamais différemment. Je pense que c'est global. C'est évidemment pas le seul problème qu'il y a, c'en est un. Et je trouve ça pas mal d'essayer. Par contre, je suis tout à fait contre le fait que les taxis et les VTC n'aient pas d'accès dans les villes. Ça, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc tu te contredis dans la même. Tu dis pour et contre. Non, parce que par exemple, tu vois, rue de Rivoli, si je prends cet exemple, rue de Rivoli, il n'y a plus de voitures. Mais il y a des taxis. Mais est-ce que et il y a des bus, alors, il y a des... Parlons du métro, parce que moi, je prends le métro tous les matins. Moi aussi, bien sûr. Pour me rendre au travail. Ils sont blindés, les métros. Je veux dire, c'est infernal. Et il y a de moins en moins de métros, en plus, avec ce qui se passe par rapport à la RATP. Il y a une grève, il me semble. Il y a une pénurie de conducteurs. Une pénurie de conducteurs, voilà. Oui, mais ça a à voir aussi. Je veux dire, si on enlève les voitures, les gens prennent les transports. Alors, c'est bien pour l'écologie. Oui, mais attends, la voiture, ça pollue. Faut pas oublier ça. Mais je suis d'accord. Mais c'est ce qui pollue le plus aujourd'hui. Et le réchauffement climatique, c'est dû à quoi aussi? C'est dû au pas fait que ça. C'est pas que les voitures. C'est pas que. Attendez, pas tous en même temps. Non, mais c'est pas. Je suis pas d'accord. Je suis désolé. C'est effectivement, il y a un effort à faire collectif, d'accord. Je suis le premier à le dire. Dans d'autres émissions, je l'ai aussi répété. Mais je ne pense pas qu'en faisant ça, on va faire une écologie de dingue. Les voitures, c'est pas ce qui pollue le plus. Non, mais attends, t'as des gens, ils prennent leur voiture pour faire 10 mètres. C'est vrai, pour faire t'as des gens, ils vont à la boulangerie, ils disent tiens, je vais prendre ma voiture, allez hop. Donc faut mieux prendre. Ouais, donc là on parle des voitures perso, mais vous êtes pour les VTC, tout bien ça. Sûr, bien sûr, je vais vous donner mon avis. Ah oui, donne-le, on l'attendait. C'est très sympa. Je trouve qu'en caricature, on peut pas opposer les gens. Et en fait, moi, j'ai du mal avec l'extrémisme. Je ne supporte pas. On peut pas ostraciser. Chaque personne est différente. Chaque cas de vie est différent. Tu parlais des personnes en situation de handicap, mais tu peux aussi rajouter les personnes âgées. Tu peux rajouter aussi les commerciaux. Il y a un moment donné, les gens ont besoin de vivre. C'est du concret. En fait, la vie. Et c'est pas uniquement du politiquement correct. On n'arrête pas de culpabiliser et d'infantiliser les personnes. Bien sûr qu'il y a des efforts à faire, mais les efforts à faire sont aussi du côté des politiques. Parce que quand vous les voyez, c'est fait ce que je dis, fait pas ce que je fais. Beaucoup, et même à la mairie de Paris, utilisent les chauffeurs. Donc ça, évidemment, bien sûr. Tout le monde ne peut pas être sur un vélo. J'ai quelque chose à vous dire, et excusez-moi, je te coupe. Bien sûr. Moi, je suis pour les voitures électriques, en revanche. Pourquoi? Parce que... Ou hybride, en fait. Voilà. Non, mais là, on a des problèmes d'électricité, on va... dans ce cas-là, comment on fait? On ne vit plus. Il n'y a pas d'alternative. Et alors, dans ces cas-là, moi, je veux juste qu'on me dise, si on veut arrêter toutes les industries automobiles. Dans ces cas-là, qui mettent la clé sur la porte. Voitures. Voilà. Parce qu'on parle de pollution, mais vous avez la pollution numérique, bien sûr, énorme. Évidemment. La pollution vestimentaire, le textile, ça pollue quand même beaucoup. Donc il y a un moment donné, on peut tous faire des efforts. Avec le fast fashion aussi, tous les vêtements qu'on garde, même pas 1 mois ou même pas 2 mois. Enfin tout ça, il y a aussi ces enjeux-là, qu'on peut changer. Il y a d'autres choses à faire qu'enlever les voitures. Et puis je pense qu'il faut sensibiliser les gens surtout, sans les culpabiliser sans arrêt, quoi. Si on ne commence pas à faire quelque chose, pollution ci, pollution ça, pollution ci, pollution ça. Si on fait rien, si on commence pas à faire quelque chose aujourd'hui, au moins des pollutions qui a été citée, notamment la pollution atmosphérique, il se passera rien en fait. C'est ça. En fait, oui, les choses. Mais si à un moment, à prendre à part, elles sont à additionner les unes aux autres. Il y avait les plaques d'immatriculation où un jour c'était les. Ah oui, les paires, les impairs. Les paires qui devaient circuler. Ouais. Ça, c'était pas mal en soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est déjà mieux une bonne alternative. Parce que là, je suis en train de dire qu'il n'y a plus de voitures à Clichy. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune voiture. Mais il y a des bus. Et comment et les gens alors? Mais non, mais il n'y a plus de voitures perso. C'est-à-dire qu'il y a les VTC et les bus. Oui, ça, il y a bus, oui. Ce qui serait intéressant, c'est galère quand même pour les riverains, en fonction de leur situation de vie. Ouais. Tout le monde n'est pas un bobo sur un vélo à Paris. Et puis, quand on parle de la voiture... Une trottinette, maman, on ne parle pas des trottinettes, s'il te plaît. L'incivilité, c'est ça le problème. C'est surtout aussi les questions d'incivilité. Mais en ruralité,
Nous, on voit tout ça de notre prisme parisien et de grandes villes. Oui, mais là, les gens, évidemment que ça concerne les grandes villes. Je pense pas que. Oui, en campagne, tu peux pas. Non, la voiture. Mais regarde, moi, par exemple, j'habite dans le 15e, d'accord ? Dans le 15e, c'est bourré de voitures, mais là où moi, je n'ai même pas le permis parce que j'ai à 100 mètres de chez moi, j'ai plein de stations de métro, j'ai plein d'arrêts de bus. Je me dis, mais à quoi ça sert que je pollue encore davantage cette planète ? Bon, de toute façon, on ne sera pas forcément d'accord là-dessus aujourd'hui. Hein. On a donné nos avis. On a donné nos avis. Vous réagissez également sur l'Instagram Street Show by Raju et la chaîne YouTube Street Show. Rapidement, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Ouais, c'était... Le Final Game. Donc, le Final Game... voilà. Non, je regardais un truc. Attends. Ouais. Dis-nous si on te dérange. Ouais. Non, j'étais en train de regarder mes... Ok, donc Caroline, hein, le Final Game, hein, c'est quoi ? C'est le jeu final, finalement. Bilingue. Comme son nom. Google Traduction. Trop fort. On voit que tu as fait des études, toi. Hein. Ah oui, j'en ai fait beaucoup. Ah, d'ailleurs, à ton avis, j'ai bac plus combien ? Bon, t'as même pas le bac. Mais ça veut rien dire en plus de ça. Parle pas pour toi. Je veux dire, c'est pas parce que toi, t'as pas fait d'études que tout le monde n'en a pas fait. Quoi. Tu sais ce que j'ai l'habitude de dire, sérieusement, ça c'est ma phrase. Hein, donc je suis très fière. Le poids des diplômes ne fait pas l'intelligence de l'homme. C'est vrai. Ouh, et bim, Raju. Vous pourrez plagier, je ne vous demande J'ai pas de diplôme, j'ai pas bac plus 2, c'est rien. On s'en fiche. Donc ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Tu sais, t'as des gens qui ont bac plus 10 et qui sont loin d'être intelligents dans la courante. J'en ai débattu avec, je me rappelle, dans une des émissions du Street Show avec Nadine. Ouais, c'est vrai. Et depuis, vous ne parlez plus avec Nadine. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Je t'assure, on se parle vraiment. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Bah non, c'est vrai, c'était parce pas que d'accord. Moi, je dis que. Ah non, il y avait. Mais en gros, que l'école, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire mais vous n'étiez pas compatible là-dessus, c'est sûr. Réussir dans la vie. Tu peux avoir une énorme mémoire. Je prends l'exemple de mon père qui n'a pas fait du tout d'études et qui a une entreprise, qui a des salariés. Bah, c'est ça, ouais. Il y a plein de gens autodidactes. Après, tu peux avoir des notions à l'école et puis après, découvrir des choses qui te passionnent et vraiment donner toute ta force là. Il faut avoir une base. Oui, il faut donner la force. Tu as des études, Génie, du coup ? J'ai fait les cours Florent pendant 3 ans. Ah ouais. Madame est comédienne. Oui, tout à fait. L'artiste. Et moi, j'ai fait un bac plus 2, j'ai failli faire un bac plus 3, mais j'ai dit non. C'est quoi le commerce ? Non, du tout, je préfère ne pas. La mode ? Bon, ok. Non, du tout. Bon, allez, on va faire un tu préfères. Donc, c'est vraiment du pêle-mêle. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu préfères Cdiscount ou Amazon ? Amazon. Tu préfères être comme la majorité ou être différent ? Différent. Oui, bien sûr, c'est un peu ce que tu nous expliques depuis le début. Tu préfères Harry Potter ou Twilight ? Harry Potter. Tu préfères participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe ? Premier. Hunger Games, ça c'est un jeu violent. Hein. Oui, pire que Squid Game. Hein. Ah oui, on meurt. Tu serais capable de mourir dans l'arène. Tu préfères avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie ? En gros, toi, t'aimes quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie ou être aimé jusqu'à la fin de ta vie ? Moi, aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Et enfin, de la dernière, elle est un peu... Voilà, tu préfères avoir un corps de rêve mais un visage affreux ou un visage sublime et un corps difforme ? Mais j'ai les deux. Mais allez, il faut choisir. Oh là là, mais visage. Hein. Le visage, merci. Ouais. Ok, on va en rester là. Merci Caroline Pilas d'être venue dans le Street Show. C'était très mouvementé aujourd'hui. Merci les chroniqueurs. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.